j'ai associé le labyrinthe à la préhistoire à travers ce qui se passe dans les grottes ornées. Et le sens, c'était que les préhistoriques allaient y faire leurs dessins les plus précieux, en lien avec leurs croyances ou leur religion de l'époque. Et donc, ils allaient dans le centre de la terre-mère pour y faire à la fois leurs dessins, mais aussi leur cérémonie, on va dire leur connexion, à la fois individuelle, collective, et puis aussi avec la terre-mère, Gaïa, et aussi avec le cosmos. Donc le lien avec le labyrinthe, c'est d'aller au centre de la structure, qui est à la fois au cœur de soi, au cœur de l'être et aussi au cœur du système. Et dans les grottes, notamment une qui m'a beaucoup touché, c'est une grotte qui est en Ariège, qui est la grotte de Nio. On va marcher pendant 600 mètres pour arriver dans ce qu'on appelle le salon noir, la salle où il y a des bisons qui sont peints sur toute la circonférence. Et là, il y a une énergie qui est formidable. C'est essentiel à plus d'un titre. D'abord parce que dans ce mythe, il va reprendre l'idée fondatrice chez beaucoup de personnes qui sont dans une démarche à la fois individuelle et spirituelle, c'est-à-dire d'aller au cœur d'eux-mêmes. Il est aussi essentiel parce que dans ce mythe-là, il y a 5 personnages. Ces 5 personnages, ils sont révélateurs de 5 archétypes majeurs de la psyché humaine, c'est-à-dire 5 forces psychiques et spirituelles que nous possédons tous en nous, plus ou moins actifs en fonction de notre personnalité, plus ou moins présents. Et ce qui fait que le mythe, il va véhiculer les interactions entre à la fois ces personnages, mais aussi entre ces forces dans le cadre d'une quête intérieure, c'est-à-dire d'aller au centre du labyrinthe. Et il est essentiel parce que Thésée, qui est le héros, au sens de l'histoire, mais aussi au sens mythologique, parce qu'il est fils d'un dieu et fils d'une mortelle. Donc au niveau mythologique, c'est ça un héros. Et donc Thésée va avoir l'épreuve d'aller dans le labyrinthe pour aller y tuer le Minotaure, qui, au bout de l'histoire, peu de personnes le savent, mais Thésée et le Minotaure sont demi-frères, parce que l'un et l'autre sont issus de Poséidon. Ok. Ce qui fait que c'est toute l'histoire dans la quête intérieure, d'aller y trouver dans les zones les plus profondes, à la fois sombres et lumineuses, ce chemin-là, ce personnage-là qui est à la fois un miroir, qui peut être aussi notre double, un autre aspect de nous-mêmes. Le labyrinthe a un lien direct avec l'inconscient collectif parce que c'est une structure universelle qu'on va retrouver sur tous les continents. On en retrouve des labyrinthes beaucoup en Europe, on en rencontre aussi aux États-Unis, dans des tribus amérindiennes, notamment chez les Hopis. On en voit aussi sous des formes, j'aurais dû dire, sous des formes qui sont moins connues. Donc on trouve des formes de labyrinthes sur tous les continents, de tous les temps. Ceux qu'on connaît en Europe, ce sont ceux qui ont été faits dans les églises et dans les cathédrales qui datent du Moyen Âge. De tous ces labyrinthes, ils ont été des supports à des expériences, on va dire, spirituelles ou initiatiques. Et donc, dans l'approche de Jung, quand il développe le soi, dans les archétypes, il est au centre de la croix. On dirait que c'est la rose au centre de la croix. Et le centre du labyrinthe, c'est la rose. Sauf que pour aller vers la rose, il y a un autre chemin qui est emprunté que les 4 branches de la croix. C'est le chemin sinusoïdal, celui qui va tourner autour. Alors, le rapport entre le labyrinthe et le mandala, il est par le fait qu'il s'agit d'aller au centre
pour l'un et pour l'autre. Et dans le labyrinthe, ça va être un chemin qui va être indirect. C'est un chemin qui va être progressif à travers l'avancée, entre les peurs, entre tous les sentiments qu'il peut y avoir. Avec le mandala, c'est une autre expérience. Je dirais que c'est plus une voie sèche d'aller directement au centre, de se projeter au centre. Et la différence aussi, et le lien, l'un va avec l'autre, entre le labyrinthe et le mandala, c'est que le labyrinthe, on peut en faire une expérience corporelle. Alors qu'avec le mandala, on est davantage dans une projection mentale. Donc, dans une démarche, il y a un rapport entre le masculin et le féminin. L'œuf, si on peut dire, la motivation, c'est quelque chose de l'ordre du féminin qui nous fait aller, qui nous attire pour aller ailleurs. Mais pour nous déplacer, c'est le masculin qui va être actif pour aller rencontrer concrètement le féminin. Ça veut dire que c'est une démarche volontaire, c'est aussi une démarche qui est consciente, que ce soit dans sa démarche initiatique ou que ce soit dans sa démarche existentielle. Donc il y a besoin des deux. Donc ça part de manière inconsciente du féminin, ça se réalise en masculin au départ inconsciemment, puis consciemment, pour aller toucher du féminin en conscience. Et quelque part, on réalise une boucle. Le lien avec la généalogie, c'est que nous sommes tous porteurs d'une mémoire familiale, qu'on en ait conscience ou non. C'est le principe de la psychogénéalogie. Et donc, nous sommes activés par ces mémoires anciennes. On a affaire à une mémoire qui est beaucoup plus importante que la nôtre, que notre mémoire personnelle. Il y a aussi toute la mémoire de la famille, la généalogie par définition. Et ce qui fait que bien souvent, nous sommes influencés de manière inconsciente par des éléments, par des émotions que nous n'avons pas vécues, mais qui ont une prise sur notre psyché et sur notre âme. Et c'est un peu la même démarche que dans le labyrinthe, c'est-à-dire c'est d'aller éclairer ces zones. Je vais donner un exemple. Dans ma pratique professionnelle, d'accompagner des personnes dans le domaine de la psychothérapie et dans l'approche psychocorporelle et transpersonnelle. Et notamment des personnes, des femmes qui avaient vécu des incestes. Eh bien, elles étaient sous l'influence d'un événement qui a été vécu, elles-mêmes. Et ce qui fait qu'il y a toute une espèce de transmission transgénérationnelle qui se déroule au niveau de l'inceste. Parce qu'on sait, de manière statistique, que 9 fois sur 10, c'est quelqu'un qui est membre de la famille ou qui est très proche de la famille. Donc, il y a un interdit de le dire. Et cet interdit de le dire, il va faire interdire de transmettre. Et ce qui fait que les enfants peuvent devenir encore plus vulnérables parce que dans cet interdit de transmettre l'information inconsciemment, eh bien, ça peut inconsciemment autoriser de nouveaux incestes. Oui, dit à l'inconnu, c'est dire oui, pardon, à la vie. C'est pour ça que je parlais d'ouverture des portes. Parce que quand on ouvre une porte, on ne sait pas de quelle matière elle est faite et on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Bien derrière cette porte, il y a toute la relation à l'inconnu. Et par expérience professionnelle, beaucoup de personnes ont des grandes difficultés à avancer dans la vie par rapport à cette peur de l'inconnu, parce que ça préfère rester là où elles en sont, avec des choses bien repérées, plutôt que de se déplacer à la fois extérieurement et intérieurement.
et ça cause de grandes souffrances. Et c'est le cycle infernal, c'est-à-dire que de ne pas avoir pu accéder à de l'inconnu, ça va intensifier la peur, qui elle-même va inhiber encore plus sur l'inconnu. Enfin, voilà, c'est ce qu'on appelle le cercle infernal. Donc les portes, c'est bien pour ça que j'ai choisi les portes dans le livre. Parce que dans un parcours intérieur ou dans un parcours initiatique, on parle beaucoup de portes. Mais on est vraiment dans des portes. Et quelque part dans nos vies, nous avons des opportunités pour franchir ou pas des portes. Alors ça peut être aussi à travers les âges que nous avons passés, mais ça peut être aussi à travers des épreuves. Quand je parle d'épreuves, je vais plus parler d'expériences, qu'elles soient existentielles, qu'elles soient initiatiques ou qu'elles soient spirituelles. Il y a toujours dans cette idée de porte, c'est d'avancer pour aller dans un autre univers, tout en acceptant de lâcher ou de porter un autre regard de là où je viens. Et quelque part, si la pandémie est au centre du labyrinthe, c'est que individuellement et collectivement, nous avons quelque chose à en faire. Donc dans ce parcours-là, labyrinthe pandémie, il y a des lanceurs d'alerte qui éclairent. Alors il y en a qui ont des bougies, il y en a qui ont des gros faisceaux. Voilà, chacun à sa manière. Il y en a qui éclairent le plancher, il y en a qui éclairent le plafond, il y en a qui éclairent les murs. Donc cela, on va dire, ces lanceurs d'alerte, ça va être le rapport à la lumière. Et puis il y a aussi le rapport à l'ombre. Tout ce qui active de la peur, tout ce qui cherche à isoler, tout ce qui cherche à cloisonner. Chacun avec son but, et l'un et l'autre. Mais l'important, tant individuellement que collectivement, c'est d'aller jusqu'au bout de l'expérience, c'est-à-dire jusqu'au centre du labyrinthe, pour pouvoir en ressortir avec davantage de conscience. Parce qu'il y a deux risques. Le risque, c'est que individuellement et collectivement, tout le monde reste plongé au centre du labyrinthe pandémie. On va dire, on sort les chemises noires, enfin, on revient à des époques abominables. Soit on fait l'expérience d'Icare, c'est-à-dire qu'on cherche à se sublimer et à vouloir en sortir par le haut sans en être prêt. Eh bien, Dominique Hochet, merci pour toutes ces informations. Merci Merci. de nous avoir laissé entrevoir des portes ouvertes à la pandémie. Et Oui. nous avons hâte de lire votre ouvrage, La voie initiatique du labyrinthe chez Oxus.